Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au premier thème d'histoire de l'année de 3e, l'Europe, un théâtre majeur des guerres totales 1914-1945. En effet, sur cette période, l'Europe est le principal théâtre d'affrontement d'une envergure sans précédent, à savoir la Première et la Seconde Guerre mondiale. Cette vidéo sera donc consacrée à la première de ces deux guerres mondiales, avec ce chapitre consacré aux civils et aux militaires dans la Grande Guerre. Donc il s'agit d'un conflit radicalement nouveau qui mobilise l'ensemble des forces des pays concernés et touche aussi bien les civils et les militaires. Donc nous attacherons à définir ce en quoi consiste une guerre totale et à voir comment les civils et les militaires ont subi les conséquences de ce conflit. Donc ce conflit, dans un premier temps, est un conflit européen à l'origine, mais qui s'étend rapidement à l'ensemble du monde. Les pays belligérants, c'est-à-dire les pays en guerre, sont regroupés au sein de deux alliances. D'une part, les alliés, qui sont les plus nombreux, avec notamment la France, le Royaume-Uni et la Russie, qui forment une alliance appelée l'Entente. À côté d'autres plus petits pays, ils sont rejoints par l'Italie en 1915 et les États-Unis en 1917. Face à eux, on retrouve notamment les empires centraux, à savoir l'Empire allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman ainsi que la Bulgarie. Du point de vue des opérations militaires, on peut découper le conflit en trois principales phases. Tout d'abord, en 1914, une phase assez brève de guerre de mouvement, c'est-à-dire que les Allemands lancent des offensives sur le front ouest dans le but de vaincre la France rapidement. Suite à l'échec de ces offensives, le front se stabilise dans une période de guerre de position ou guerre de tranchées qui dure jusqu'à l'année 1918. Durant cette période, les Allemands tentent à nouveau une phase d'offensive rapide avant l'arrivée massive des Américains, mais leur offensive s'arrête à nouveau, vaincue par les Alliés qui passent à la contre-offensive et font reculer les Allemands. Suite à quoi, l'Allemagne, à bout de souffle, est contrainte de demander un armistice, c'est-à-dire l'arrêt des combats. Donc nous voyons ici sur le front ouest, du côté français, l'état des lignes de front. On observe en vert l'avancée maximale des armées allemandes en 1914, puis en pointillé la ligne de front stabilisée pendant la guerre de position, la guerre de tranchées, et en rouge les différentes tentatives d'offensive de part et d'autre pour percer le front, dont on constate qu'elles ne donnent guère de crise territoriale et d'avancée. En effet, les armées de chaque côté se retrouvent bloquées dans cette guerre de tranchées. Comme il est trop dangereux de se déplacer à découvert face à la puissance de l'artillerie, des mitrailleuses et la puissance de feu en général des armées en présence, les soldats se terrent dans des lignes de fossés parallèles et organisées, renforcées de casemates avec des abris et des dortoirs qu'on appelle les tranchées. Ces tranchées organisées en lignes successives permettent une défense en profondeur du front. Si les soldats sont relativement à l'abri des tirs et de l'artillerie, ils vivent dans des conditions particulièrement difficiles, victimes de la vermine, du stress, du bruit, mais aussi du froid et de l'humidité qui renvahissent régulièrement, ce qui n'est après tout que des fossés. La Première Guerre mondiale constitue le premier exemple d'une guerre totale, c'est-à-dire que toutes les ressources et toutes les catégories de la population des pays en guerre sont mobilisées au service de l'effort de guerre et de la continuation du conflit. Concrètement, dans les pays concernés, sur le front sont envoyés tous les hommes valides à travers la conscription, donc la mobilisation des hommes qui en temps normal n'appartiennent pas à l'armée, la réquisition par l'armée, c'est-à-dire la confiscation de tous les moyens nécessaires à la logistique et au fonctionnement des armées, notamment les chevaux et les véhicules, et la mise à disposition des armées d'un arsenal considérable, des armes pour équiper les soldats, de l'artillerie, etc. À l'arrière, c'est-à-dire la partie du pays qui n'est pas directement concernée par les combats, on mobilise toutes les ressources financières possibles à travers une multiplication considérable des budgets des États, 4,5 par exemple dans le cas de la France, pour financer l'équipement des armées. La propagande est largement utilisée pour soutenir le moral de la population et maintenir le soutien à cet effort de guerre.
On parle même de bourrage de crâne avec des mensonges éhontés qui sont proférés pour maintenir et rassurer la population. Et d'une manière générale, c'est tout l'appareil économique qui est reconverti vers les besoins de la guerre. Donc notamment les femmes qui remplacent les hommes dans les usines d'armement pour produire les armes et les munitions nécessaires. On parle des munitionnettes pour les femmes qui sont mobilisées dans ces usines. La guerre totale implique donc la mobilisation de tous les moyens du pays au service de l'effort de guerre. Tous les pays ne se révèlent pas capables de maintenir un effort aussi important sur une aussi longue durée. Et en 1917, l'année terrible, eh bien, beaucoup de pays sont dans une situation difficile. Si en France, on voit des mutineries sur le front et le désespoir de la population civile à l'arrière, c'est tout particulièrement la Russie qui se retrouve dans une situation catastrophique, avec une démoralisation de l'armée et des débuts de révolte à l'arrière. Donc tout cela débouche en 1917 sur une double révolution, et la deuxième, la révolution d'octobre, voit la prise du pouvoir par les bolcheviks de Lénine, donc un parti communiste qui fait s'effondrer la Russie tsariste et met en place, au terme d'une guerre civile très dure jusqu'en 1921, un nouveau pays, l'Union des républiques socialistes soviétiques, donc un pays d'inspiration communiste. Un conflit d'une telle échelle, avec une telle intensité et de tels moyens, débouche évidemment sur un bilan humain catastrophique. On parle donc d'environ 9 millions de morts pour l'ensemble des pays combattants, dont 1,5 million de Français. À ces pertes, ces tués, il faut ajouter également les blessés, ceux qu'on appelle les gueules cassées. Donc, ce qui explique des pertes aussi lourdes, ce sont les effets de la guerre industrielle, avec des armées qui disposent de moyens considérables en quantité industrielle. Donc les combats avec l'utilisation de nouvelles armes terrifiantes telles que les gaz, l'apparition de nouvelles armes telles que l'aviation, les chars, les sous-marins, expliquent donc la lourdeur de ce bilan humain. Des batailles particulièrement meurtrières et emblématiques illustrent les bilans particulièrement lourds de la guerre. Donc on peut penser, côté français, à la bataille de Verdun, qui oppose donc l'armée française à l'armée allemande durant presque toute l'année 1916. Donc cette bataille, qui est considérée par les Français comme une grande victoire, de par la résistance de l'armée française face à l'offensive allemande, se déroule sous la direction du maréchal Pétain, qui trouve là l'occasion de s'illustrer et d'asseoir sa renommée. La bataille débouche sur un véritable bain de sang, avec plus de 300 000 morts et disparus côté français comme côté allemand, qui illustreront la grande boucherie que fut la guerre de 14-18. Mais les militaires ne sont pas les seuls à être victimes en masse des effets de la guerre, puisque les civils en subissent également les conséquences. Alors, dans les territoires occupés, sur le front de l'Ouest comme sur le front de l'Est, les civils sont victimes d'exactions de la part des militaires, des exactions qui sont des pillages, des viols, des meurtres et des massacres, des déportations. Mais les victimes qui ont été les plus lourdement touchées par la Première Guerre mondiale sont les civils arméniens, qui sont victimes d'un véritable génocide, le premier grand génocide du XXe siècle. Donc, en 1915, le gouvernement ottoman, qui considère les Arméniens comme une menace et un potentiel ennemi intérieur, décide l'extermination pure et simple de ce peuple. Pour ce faire est organisée des marches de la mort. Les civils arméniens sont arrêtés de chez eux et envoyés vers les déserts de Syrie et d'Irak, où, victimes des pillards, de leur garde, de la faim et de la soif, 1 million d'Arméniens meurent. Nombreux sont les Arméniens qui fuient alors, constituant des communautés de la diaspora arménienne, notamment aux États-Unis et en France. Donc, la Première Guerre mondiale a été particulièrement meurtrière. Elle débouche en 1918 sur un armistice demandé par l'Allemagne et ses alliés à bout de force. La paix est négociée en 1919 en France au traité de Versailles. Les Allemands s'y voient imposer des conditions très dures et appellent ce traité un diktat, et n'auront de cesse d'en réclamer la renégociation des termes ensuite. L'Europe est largement redessinée avec la disparition des grands empires tels que l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois qui existait depuis des siècles. De nouveaux États sont créés, des États-nations comme la Tchécoslovaquie ou la Pologne.
l'Allemagne a perdu de nombreux territoires qu'elle cherche ensuite à recouvrer. L'Europe, d'une manière générale, sort affaiblie économiquement et les populations traumatisées par l'ampleur des pertes humaines et des blessures qui se voient sur les corps des anciens combattants. À l'image des tableaux d'Autodix qui dépeignent ces combattants mutilés, ayant perdu qui un œil, une oreille, ses membres. Enfin, la boucherie de la Première Guerre mondiale débouche sur un fort sentiment pacifiste vis-à-vis d'un conflit qu'on nomme la der des der, la dernière des dernières. Et pour maintenir la paix, le président américain Woodrow Wilson insiste pour la création de la Société des Nations, une organisation qui doit regrouper tous les pays du monde afin de trouver des solutions pacifiques et diplomatiques aux conflits qui peuvent survenir entre les différents pays.